Les Arabes eux-mêmes sont un petit peu déçus par leurs propres leaders, parce que leurs leaders se divisent. Ils préfèrent plutôt jouer le jeu politique que s'intéresser à leurs propres préoccupations. Et donc, oui, la division à l'intérieur du secteur arabe, c'est un des facteurs qui pourrait expliquer que les Arabes n'aillent pas voter. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Bendelac. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Alors je rappelle que vous êtes économiste, essayiste, auteur de plusieurs ouvrages sur la vie politique en Israël et en particulier sur les Arabes israéliens également. Je voudrais qu'on parle avec vous justement, d'ailleurs on va commencer en parlant de la situation des Arabes israéliens dans cette campagne électorale. Vous avez le sentiment qu'il y a un réveil dans l'électorat arabe israélien ces derniers jours à la suite de l'appel des notables, des élus arabes israéliens pour aller voter le 1er novembre ? Oui, je crois qu'il y a effectivement un sursaut arabe qui pourrait se produire. Bien sûr, c'est de la spéculation. Mais ces derniers jours, on entend beaucoup de voix qui appellent les Arabes à voter. Et donc, je crois que ce serait une bonne chose pour eux, puisque finalement, c'est le jeu de la démocratie et que le vote des Arabes est utile à la société israélienne, bien sûr. Alors, sans trop rentrer dans les détails, parce que certains sondages affirment que finalement, le vote de ces Arabes israéliens pourrait se diriger vers le parti Balad, qui d'emblée ne semble pas pouvoir passer le seuil d'éligibilité. Mais je voudrais qu'on se focalise sur les deux partis qui, eux, ont une chance de passer le seuil d'éligibilité, même bien qu'il soit autour de 4 mandats, donc il risque gros. Finalement, sur le fond, quelle est la différence entre le parti Raham d'un côté et la liste arabe unifiée? Pourquoi finalement Raham a été cachérisé entre guillemets par l'électorat israélien, par la gauche israélienne, et pourquoi aujourd'hui encore Hadash Ta'al, le parti, ce que l'on appelle la liste arabe, qui n'est plus tellement unifiée, reste encore sur la touche, et que on ne veut pas du côté de Yair Lapid compter sur ce parti pour former une coalition? Oui, il y a bien sûr une différence idéologique. Le Hadash, le parti communiste très nationaliste, refuse toute participation et coopération à la vie politique, alors que Raham a toujours affirmé qu'il était prêt à participer à un gouvernement, d'ailleurs de droite ou de gauche. Et donc, je crois que la volonté de participer, elle est réciproque. Aussi bien les partis sionistes juifs souhaitaient la participation d'un parti arabe, et il se trouve que ce parti arabe a été le seul à bien vouloir participer à ce gouvernement. Ça veut dire aujourd'hui... Il ne faut pas oublier non plus que Raham a tout de suite reconnu l'État d'Israël comme l'État juif, et c'était finalement la condition pour participer à un gouvernement général. C'est ça la différence principale, qui est une différence importante parmi la communauté arabe en général, qui est une partie sont prêts à participer à un gouvernement et une autre partie refuse toute coopération. Voilà, c'est ça la grande division de la société arabe d'aujourd'hui, que l'on retrouve encore pour ces élections. Alors, on l'a bien vu pendant toute cette année, il y avait pour la première fois dans l'histoire de l'État d'Israël un parti arabe qui était au sein de la coalition et un parti arabe qui était au sein de l'opposition. Et ça a créé des tensions. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut mesurer, on va dire, les tensions qui se sont créées au sein de ces deux courants? Et est-ce que ces tensions, elles existent aujourd'hui? Et en perspective des élections, est-ce qu'on peut envisager que les deux partis arabes soient dans le même camp, c'est-à-dire dans une coalition de Yair Lapid, par exemple? Alors oui, vous avez raison. Ce qui a caractérisé cette dernière année, c'est la division de la société arabe. Division à l'intérieur d'elle-même, entre Raham et Hadash, entre ceux qui participent et ceux qui ne participent pas. Et puis cette année, avec un troisième parti. Vous savez qu'il faut remonter à 2013 pour voir 3 partis arabes se présenter aux élections. C'est énorme, 3 partis. Et ça montre bien les divisions internes dans la société arabe. Et ça montre bien aussi que les Arabes eux-mêmes sont un petit peu déçus par leurs propres leaders, parce que leurs leaders se divisent.
ils préfèrent plutôt jouer le jeu politique que s'intéresser à leurs propres préoccupations. Et donc, oui, la division à l'intérieur du secteur arabe, c'est un des facteurs qui pourrait expliquer que les Arabes n'aillent pas voter. Et bien sûr, c'est dommage pour eux. Mais aujourd'hui, Lapid, par exemple, a bien compris que pour former éventuellement un gouvernement, il lui faudra le soutien des deux listes arabes, hein, à la fois de Ra'am comme aujourd'hui, mais aussi le soutien de Hadash, parce que selon les sondages, Lapid a besoin des 4 voix éventuelles de ce parti de la liste unie pour former un gouvernement. Donc il commence à les courtiser ces derniers jours en demandant aux Arabes de sortir voter massivement pour qu'il n'y ait pas de voix arabes qui se perdent, hein, parce qu'on sait que le seuil électoral est de 4 mandats et que donc il faut obtenir absolument 4 mandats pour entrer à la Knesset. Et donc oui, il n'est pas impossible qu'on ait un gouvernement d'union nationale comme on l'a aujourd'hui, qui inclut pas seulement Ra'am, mais aussi Hadash. Hein. Mais l'intérêt du parti, par exemple, l'intérêt de Ra'am, c'est de ne pas être justement dans le même camp que la liste arabe unifiée. C'est-à-dire parce que sinon, finalement, là, il peut se targuer de dire c'est moi qui ai obtenu les fameux 50 milliards de shekels et c'est pas la liste arabe unifiée. C'est vrai. C'est vrai, mais vous savez, la nécessité politique, les intérêts politiques, des fois dépassent toutes les autres considérations. Hein, et donc, il faudra sans doute faire des compromis. Si Ra'am comprend que pour pouvoir faire un gouvernement avec Lapid, il a besoin de l'appui de Hadash, cela devrait se faire sans gros problème. Hein. On mettra les divisions de côté pour pouvoir former un gouvernement d'union du même type qu'il existe aujourd'hui. Hein. Alors, c'est vrai que les divisions arabes ne vont pas s'effacer, mais il n'est pas impossible de voir une collaboration au sein d'un gouvernement d'union. Alors, c'est cela, ou bien le bloc de la droite, qui, chez lui, les intérêts sont contraires. Hein. À droite, on préférait que les Arabes ne votent pas, oui, pour récupérer les voix perdues, et pour que le bloc de Netanyahou puisse avoir une majorité. Hein. Vous voyez, donc à droite, on préfère que les Arabes ne votent pas, à gauche ou au centre, on préfère que les Arabes votent. C'est ça un petit peu ce qui crée la division au sein de la société arabe. Alors, je voudrais que l'on aille un peu plus, on va dire, plus vers le centre, hein, pour parler de Yair Lapid. Vous pensez, de votre appréciation des choses, que c'est une erreur de Yair Lapid de vouloir s'acharner à faire de son parti Yesh Atid le plus grand parti de l'État d'Israël, ou un parti qui rivalise avec le Likoud, quitte à pour cela risquer d'enterrer, entre guillemets, des petites formations comme Meretz et le Parti travailliste? Écoutez, c'est le jeu de la vie politique. Hein. Bien sûr, oui, chacun défend ses intérêts. Un parti comme Lapid, effectivement, qui semble bien monter ces derniers jours, fait tout pour concurrencer le Likoud. Et c'est normal dans la démocratie. C'est dommage que ça se fasse sur le compte des petits partis, mais je n'en suis pas si sûr, hein, parce que Lapid, aussi fort qu'il sera, il aura besoin des travaillistes et de Meretz pour aussi former sa coalition. Et c'est pour ça que quand Zahava Galon, avec laquelle on n'a peut-être pas souvent la même opinion, quand elle dit que finalement Yair Lapid peut être se retrouver au lendemain des élections à la tête d'un parti aussi important que le Likoud, mais il risque de siéger dans l'opposition parce que il aura enterré en deçà du seuil d'éligibilité ou le Meretz ou le Parti travailliste. Absolument, c'est là le cruel dilemme de ces élections. C'est que d'un côté, on voudrait voir les petits partis rester petits, mais s'ils sont trop petits, ils ne franchissent pas ce seuil d'éligibilité de 3,25%, qui d'ailleurs, souvenons-nous, a été mis en place par Netanyahou en 2015, parce qu'il voulait justement supprimer les trop petits partis. Alors aujourd'hui, ça se retourne contre la classe politique qui a besoin de ces petits partis pour former des coalitions gouvernementales. Hein. Donc tout va dépendre bien sûr du score de Lapid, mais il est indiscutable, semble-t-il, qu'il aura besoin à la fois des petits partis de la gauche, des petits partis de la droite, du centre
et des partis arabes, parce que cette coalition actuelle est très disparate et que pour arriver à 61 mandats, Lapid aura besoin de faire beaucoup d'efforts pour s'attirer l'appui notamment de Hadash, qui pourrait non pas participer à un gouvernement, mais en tout cas de l'appuyer même de l'extérieur pour lui donner une majorité. Alors, je voudrais qu'on aille encore plus vers la droite, puisque, et rappelez que vous avez écrit récemment un ouvrage sur le bibisme, le phénomène du bibisme. Il faut bien avouer que durant cette campagne électorale, le phénomène du bibisme, il était plutôt en torpeur estivale ou... plus, on n'a pas véritablement eu le sentiment qu'il y avait un raz-de-marée bibiste qui soutenait Binyamin Netanyahou, que on a vu l'autobus de mine transparent de Netanyahou n'a pas attiré énormément de foule. Il y a un électorat qui est là, qui reste fidèle à Binyamin Netanyahou, mais qui apporte son soutien sans véritablement un enthousiasme débordant. Oui, et je crois que c'est très bien, parce que une démocratie ne peut pas tourner autour d'une personne, hein. Ça tourne autour d'une idéologie, d'un parti, le Likoud en l'occurrence, et qu'effectivement, il faut le dire aussi, l'année que Netanyahou a passée dans l'opposition l'a affaibli au sein même de son propre parti. Il y a aujourd'hui des divisions au sein du Likoud, hein. Et si le Likoud ne parvenait pas à former la majorité, un gouvernement majoritaire, il est fort probable que l'on entendra des voix qui vont demander à Netanyahou de se retirer, hein. Donc oui, Netanyahou s'est affaibli, est divisé au sein de son propre parti, mais il a quand même réussi une campagne électorale qui, pour l'instant, lui donne la majorité, mais encore une fois, une majorité en s'associant à ce qu'on appelle ici l'extrême droite et les Haredim, hein. Donc une majorité très à droite, qui n'est pas toujours du goût en tout cas qui ne va pas toujours de pair avec ce qu'on pourrait attendre d'une démocratie libérale. Alors justement, à propos de démocratie, on entend des bruits, en tout cas en particulier dans la partie gauche de l'échiquier israélien, ou même central, sur le fait que si Binyamin Netanyahou était réélu, s'il parvenait à former une coalition gouvernementale, en particulier avec Smotrich Ben Gvir, eh bien, s'en serait fait de la démocratie israélienne, et l'on s'acheminerait vers une sorte de régime dans lequel, eh bien, le monde de la justice, eh bien, serait battu en brèche par le gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, écoutez, quand on voit les propositions qui sont lancées par les différents dirigeants de ces partis de la droite, on peut effectivement être inquiet pour la démocratie israélienne, hein. Une démocratie dans laquelle le Parlement, la justice, les tribunaux, les contre-pouvoirs en général seront largement laminés, hein. Une démocratie qui sera beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus religieuse, hein, et tout cela, c'est pas favorable. Vous savez, on dit qu'Israël est un État juif et démocratique. Sous la droite, l'État d'Israël sera moins démocratique et plus juif. Alors, c'est pas forcément ce que l'on veut ou ce que la majorité d'Israéliens souhaitent, mais je crois que certaines mesures qui sont annoncées par Ben Gvir et Smotrich vont à l'encontre des principes de base de la démocratie, et ce serait dommage. Vous parlez de danger pour la démocratie. Je voulais revenir sur un point. J'en parlais à l'instant avec Dan Ilouz, qui est candidat à la députation pour le Likoud. Il y a aujourd'hui, le gouvernement israélien doit s'asseoir pour voter pour l'accord avec le Liban, mais de manière tout à fait discrète, sans véritablement d'amplitude de la part des médias. Eh bien, il doit aussi voter une réduction, on va dire ce que l'on appelle rochvit, c'est-à-dire horizontale, de tous les budgets de tous les ministères pour financer un accord, le fameux accord avec l'enseignement en Israël pour l'augmentation des salaires. Vous trouvez que c'est démocratique de faire cela à 3 jours des élections ? C'est pas une question de démocratie, c'est plus une question d'efficacité. Non, c'est pas une bonne mesure, c'est pas une bonne nouvelle, hein, franchement pas.
de couper dans les budgets pour financer des enseignants, c'est très bien, mais on ne peut pas prendre d'un côté pour donner de l'autre. Hein. C'est pas ça le libéralisme tel qu'on l'entend. Hein. Je crois qu'au dernier moment, le gouvernement devra se remettre en place et voir que finalement, il y a d'autres sources de financement, il y a d'énormes réserves dans les caisses de l'État que l'on peut utiliser sans forcément couper dans les dépenses sociales et civiles, comme on nous l'a dit ces derniers jours. Hein. Alors, le gouvernement fonctionne, hein, c'est un gouvernement de transition qui doit prendre des décisions, c'est le jeu de la démocratie, et s'il faut voter des coupes budgétaires ou s'il faut voter un accord économique maritime, on ne peut pas attendre indéfiniment. Donc je crois que ce n'a pas de rapport direct avec la démocratie, c'est le fonctionnement normal d'un pays qui se trouve en élection tous les ans, et donc on ne peut pas non plus attendre indéfiniment pour prendre des grandes décisions. Hein. Donc je crois que ce sont des mesures tout à fait satisfaisantes dans l'état actuel du contexte politique actuel. Eh bien, Jacques Bendelacq, merci beaucoup d'avoir accepté ce matin de répondre à nos questions à 5 jours du scrutin, de ces 5e élections, ce scrutin crucial. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée et à bientôt. Merci à vous.